Mais je pense d'abord que c'est un moment important qui honore cette commission, la présence d'un tel panel pour témoigner d'une situation qui est extrêmement grave. Donc je voulais d'abord commencer par saluer votre travail au quotidien, et qui doit se réaliser dans des conditions que j'imagine particulièrement difficiles. Et à travers cet hommage que je vous rends au nom de mon groupe, rendre aussi hommage à la société civile qui se bat du côté israélien comme du côté palestinien pour le respect des droits humains partout doivent être défendus. Et je considère que vous êtes un peu comme les dernières braises d'un feu qui s'éteint, ce feu étant celui de l'espoir. Donc là où nous sommes, à notre petit niveau de petits parlementaires belges, nous allons essayer de continuer à souffler sur ces braises pour raviver le feu de l'espoir. Ce qui m'a marqué, et c'est assez rare, on organise très souvent des auditions dans ce Parlement, ça fait partie de notre travail. Ce qui est assez rare, c'est d'avoir une situation aussi unanimement décrite. J'ai finalement entendu très peu de divergences entre les différents interlocuteurs qui ont décrit une situation de colonisation, d'occupation et d'apartheid. Situation, alors c'est même pas qu'elle touche des hommes, des femmes et des enfants, c'est qu'elle cible des hommes, des femmes et des enfants. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important dans le constat que nous devrons faire d'une situation qui est en effet d'abord dramatique, évidemment, d'un point de vue humain, mais en contradiction complète avec toutes les règles de droit. Alors, pour ceux qui entretenaient éventuellement un espoir, ce n'était pas mon cas, mais pour ceux qui l'entretenaient, le constat est implacable. Le changement de gouvernement et la chute de Netanyahou n'a rien changé à la situation. Et donc on a quand même l'impression d'avoir affaire à un mouvement assez massif, difficile à inverser d'ailleurs. On a l'impression que c'est le cours de l'histoire pour le moment dans la région, qui nous emmène vers des zones assez obscures. Mais donc, on a quand même l'impression de quelque chose de très structurel et de très massif. Et évidemment, sur le chemin de la compréhension par cette commission de la situation, en effet, il y aura une mission parlementaire qui devrait se déplacer dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Parce qu'à défaut, je pense, de prendre des sanctions susceptibles de changer ce cours de l'histoire, il faut peut-être commencer par reconnaître cette situation et la nommer en utilisant les termes les plus appropriés. Et beaucoup de ces termes ont été exprimés cet après-midi. Alors, mes questions ou mes réflexions, mes remarques. Donc je parlais d'un mouvement assez massif, voilà, qui tend à banaliser quelque part une situation d'apartheid, d'occupation et de colonisation. Je me suis toujours demandé, ou je me suis souvent demandé en tout cas, si ce mouvement-là suscitait une adhésion active de la part de la société israélienne, ou bien s'il s'agissait plutôt, face à mon collègue Moutquin a parlé d'effritement du camp de la paix, je parle d'effondrement du camp de la paix, mais s'agit-il dans le chef de la société israélienne d'une adhésion active à cette tendance historique, cette tendance lourde, ou bien d'une adhésion par démission ou par lassitude ou par indifférence? J'aimerais, vous qui êtes au plus près du terrain,
que vous m'aidiez à répondre à cette question. Quel est le rapport qu'entretient la société israélienne à cette réalité? Est-ce que c'est un rapport de déni? Est-ce que c'est un rapport d'indifférence? Est-ce que c'est un rapport d'adhésion purement et simplement? Je voudrais aussi vous demander, sans que cette question soit ciblée ou adressée à qui que ce soit, quel est l'impact de l'évolution générale de la situation géopolitique sur la banalisation de cette situation d'apartheid? Est-ce que, par exemple, ce qu'on a appelé les accords d'Abraham ont un impact qui, de nature à donner un peu les coups des franches au gouvernement israélien pour mener sa politique sans le moindre complexe, pour peu, évidemment, que le gouvernement israélien en ait eu des complexes, ce dont je doute, mais j'ai quand même l'impression qu'on y va encore plus franco depuis que, en effet, des accords bilatéraux sont passés avec, ou ont été passés avec des voisins. Alors, je voudrais aussi revenir, puisque la question finalement qui nous occupe dans notre travail dans cette commission, c'est de savoir ce qu'on peut faire pour essayer de changer un peu la situation. Donc je voulais vous demander quel est l'impact, selon vous, potentiel d'une politique, de l'implémentation d'une politique de différenciation, voire d'interdiction des produits issus des colonies. Est-ce que ce sont des mesures qui sont de nature à changer ou à inverser le sens de la politique israélienne? Et alors, c'est une question qu'on pose rarement aussi, mais quel est l'état de cet enjeu-là ailleurs dans le monde? Parce qu'on pose souvent la question de la politique de différenciation ou d'interdiction des produits issus des colonies au niveau européen ou des différents pays européens. Est-ce que c'est une question qui se pose aussi dans les autres pays partenaires commerciaux d'Israël? Alors, je pense évidemment aux États-Unis. On connaît le lien évidemment entre les États-Unis et Israël. Donc, question, qu'en est-il de ce débat aux États-Unis aujourd'hui, mais aussi, pourquoi pas, en Asie? Est-ce que c'est quelque chose qui vit? Est-ce que c'est un débat qui vit d'une manière ou d'une autre? J'aurais voulu aussi savoir quelles étaient les conséquences concrètes pour les ONG qui ont été, et certaines sont ici aujourd'hui, qualifiées de terroristes par le gouvernement israélien, ce qui n'apporte, je le rappelle, aucune preuve sérieuse de ces allégations, mais quelles sont les conséquences de votre travail quotidien? Est-ce que cette qualification est susceptible de, quelque part, de vous empêcher de travailler, peut-être même définitivement? Est-ce qu'il y a ce risque-là qui pèse sur vous? J'aurais voulu savoir aussi, on a parlé de dérive autoritaire dans le chef de l'autorité palestinienne, et l'automne dernier nous a livré quelques exemples tragiques. Donc c'est quelque chose auquel je suis moi aussi attentif, parce que je pense que les droits humains se défendent partout où ils doivent être défendus. Mais quel est l'impact potentiel de cette dérive autoritaire qu'on constate parfois aussi dans le chef de l'autorité palestinienne sur votre travail? Alors, une question qui a déjà été posée, mais je tiens à y revenir aussi. Donc on a parlé d'apartheid. Il vous a été demandé de préciser, de définir, d'objectiver cette définition par rapport à la situation de terrain. Mais quelles seraient, selon vous, les conséquences d'une reconnaissance, on va dire, large, ou d'une qualification large de la situation dans les territoires comme apartheid? Quelles seraient ces conséquences en termes de droit? Je parlais tout à l'heure de l'importance de reconnaître une situation et de bien la nommer. Imaginons qu'il y ait un large mouvement international qui finisse par dire « Ok, ce qui se passe là-bas, c'est une situation d'apartheid ». Quelles seraient les conséquences d'un tel mouvement en termes de droit? On a peu évoqué aussi la question de la liste des entreprises et de la mise à jour de la liste des entreprises
travaillant avec les colonies. Est-ce que vous êtes actif aussi sur ce thème et quel retour pouvez-vous nous faire à ce sujet? Et je pense qu'avec cette question, j'ai épuisé la liste des questions que je voulais vous poser, en tout cas dans un premier temps, mais sincèrement, je vous remercie pour le temps que vous consacrez à cette commission.